c'est que vous expliquez que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu se rendre en bateau jusqu'au Mexique et ainsi accéder au Texas. Vous évoquez une information donnée justement par Bruno. C'est ça, c'est vous qui avez donné cette information, Bruno. C'est quoi l'information Non, mais parce que moi, j'ai toujours été persuadé, un, qu'il était vivant, et deux, qu'il vit aux États-Unis. Parce que c'est un pays qu'il connaissait très bien. Il a fait 30 voyages avec Michel Rétif, avec Emmanuel Teneur. Donc, il connaissait à peu près tous les moyens d'y aller. Et je pense que quand la question de sa fuite s'est posée, il s'est dit... soit je passe par le Canada, soit je prends... moi, je pensais aussi à un cargo, tu sais, à partir de la Hollande, et puis aussi par le sud, par le Brésil, ou... et à l'époque, il n'y avait pas le contrôle de passeport. Donc, la voie maritime est beaucoup moins sécurisée, et à l'époque encore plus que la voie aérienne. Donc, selon vous, Dupont de Ligonnès aurait rencontré une propriétaire de ranch appelée Mindy. Et Ligonnès y avait passé des jours heureux, tellement heureux qu'il aurait souhaité y terminer sa vie. La phrase valait le détour. Ça, c'est ce que dit Bruno, justement. Vrai, exactement. Je cite sa phrase dans mon roman. Effectivement, c'est l'une des pistes les plus plausibles, parce que vous savez, les fugitifs, quand ils partent en cavale, eh bien, ils vont généralement chez une ex-petite amie qui peut leur fournir un logement, qui peut leur fournir l'isolement, l'argent, la nourriture, sans qu'ils aient à sortir. Le truc, c'est que le fugitif, pendant plusieurs années, il doit rester tranquille. Il ne peut plus rien faire. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui peut aller aux États-Unis, qui peut rester dans ce ranch de chèvres. Hein, c'est vraiment un élevage de chèvres qui est au Texas, à Alpine. Les États-Unis, il faut dire qu'ils se foutent royalement de ce qui se passe en France, donc aucune idée. Et puis en plus, vous êtes vraiment isolé, donc il peut rester là-bas très tranquillement. Il a quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Voilà. Alors, donc ça n'a pas été fait. La coopération internationale est très compliquée. On n'est pas dans les séries Netflix où les flics se déplacent n'importe comment, dans tous les pays. Vous dites que pour vous, c'est impossible qu'il se soit suicidé derrière. Ah oui, alors ça alors justement, pour nos téléspectateurs, parce que ça, ça vous dites que c'est impossible. Pourquoi ? Ouais. Alors, impossible, attention. Oui, on n'est jamais sûr de rien à 100%, d'accord ? Mais déjà, les premiers jours à Nantes, avant sa fuite, tout est fait chaque jour. C'est-à-dire qu'il reste 6 ou 7 jours en commettant des actions qui visent la disparition. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on retrouve les corps. Il est persuadé qu'on ne les retrouvera pas. C'est pour ça qu'il ne prend aucune précaution quand il descend de Nantes à Roquebrune. Ces histoires complotistes qu'on entend, oui, il se fait bien voir des caméras, oui, il dépense bien de l'argent avec la carte bleue pour qu'on voit qu'il est passé par là. Non, ça, c'est du cinéma. Dans la vraie vie, les mecs qui font ça, c'est qu'ils n'ont aucune idée. Il faut savoir qu'on est en 2011. Il ne faut pas juger les choses a posteriori. À cette époque-là, on n'a pas idée de toutes ces choses-là. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas se balader avec le téléphone portable parce qu'on est géolocalisé. Voilà, maintenant, on sait beaucoup de choses. À l'époque, non. Donc, en fait, il ne pense pas qu'on va retrouver les corps. Et il a tout fait pour. Je ne vais pas revenir sur les détails de comment il a mis les dalles, enfin, la chaux vive, etc. Vous pouvez nous le dire. Hein. Non, en fait... la chaux vive qui permet le retardement de la putréfaction, des odeurs et tout ça, des chapes de béton, voilà, vraiment clôturer ça pour qu'on ne retrouve pas les corps. Et puis ensuite, vous avez ce travail méthodique tous les jours qui est d'enlever la boîte aux lettres pour qu'il n'ait pas de courrier qui s'empile. Donc les voisins ne vont pas voir qu'ici ne vit plus personne. Il a tout lavé, il s'est défait du matériel informatique, il a résilié le bail, il a vidé le logement étudiant de son enfant. Bon, vous faites ça quand vous allez vous tirer une balle ? Non. Et puis la lettre. Les pères de famille. La lettre. Alors la lettre qui est... La lettre où il dit qu'on est exfiltré au FBI par la DEA. Voilà. Pour ceux qui connaissent un minimum la police, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de lettre ? Parce que tout le monde n'a pas cet élément. Il dit qu'il fait partie d'un plan de protection de victimes, de témoins, qui est par la DEA, qui est en fait les stupes, on va dire, américains, et qu'il bénéficie de ce plan-là. Et donc on l'exfiltre. Hein. C'est-à-dire que Xavier Dupont de Ligonnès travaille pour les stupes américains. Bon, déjà, chose assez incroyable. Improbable. Les Américains prennent pas des Français pour faire du stup en France. Ils s'en foutent carrément. Tout ça vous fait tient pas debout. Ensuite, ils mélangent. L'hypothèse du suicide, elle est pratiquement... Non. Et puis en plus, les systèmes de protection, vous savez, aux États-Unis, ils ont été inventés pour protéger. Ça a été fait pour la mafia. C'était le WITSEC. Ça a été fait pour protéger les mafiosos qui allaient témoigner contre leurs anciens copains. Donc, en fait, 99% des gens qui sont sous cette protection-là sont des grands criminels, en fait, américains. Ligonnès n'était pas un grand criminel. Alors, vous dites aussi, il aurait fallu rechercher l'arme du crime. On connaît l'histoire. Dans votre livre, vous émettez l'hypothèse qu'il soit allé dans la forêt de Roquebrune pour faire disparaître son arme et non son corps, comme les enquêteurs pensaient, puisque les enquêteurs ont dit au départ qu'il avait été dans la forêt de Roquebrune justement pour mettre fin à ses jours.
Bon, alors vous partez du principe qu'il ne va pas du tout se suicider. Il n'y a aucun comportement suicidaire. C'est ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, oui, avec voilà. Effectivement, on le voit disparaître. Le dernier témoignage qu'on a, c'est d'une personne qui le voit sur la route des Châtaigniers, qui est à quelques mètres du parking du Formule 1, et qui voit un homme avec une housse à costume, vestimentairement, c'est bien lui, et il rentre dans la forêt. Et alors là, oui, qu'est-ce qu'il va faire dans la forêt ? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait dans sa vie, les mails, les ordinateurs, les machins. La voiture, il vient de l'abandonner sur le parking du Formule 1. Qu'est-ce qui lui reste ? Le truc qui est le plus discriminatoire pour lui, c'est le fusil, en fait. C'est l'arme du crime. Il ne peut pas s'en débarrasser en zone urbaine. Vous mettez ça dans une poubelle, dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui passe par là, qui ouvre la poubelle, qui trouve un fusil avec un silencieux. S'il n'a pas enlevé, il va tout de suite à la gendarmerie parce qu'il ne veut pas être pris avec un fusil. Tout de suite, on se dit, c'est quoi ce fusil ? Ah, il a tiré, tiens, machin. On découvre les corps le 21. Bon, paf, ça match, exactement. Donc, il ne peut pas s'en débarrasser s'il est un minimum intelligent. Et Bruno peut nous le confirmer. Il est quand même intelligent. Il est très intelligent. Exactement. Très intelligent. Très intelligent, oui. Donc, il peut s'en débarrasser qu'en zone non urbaine. C'est justement le cas à Roquebrune. Vous allez... Et qu'est-ce que vous avez au bout de ce chemin ? C'est-à-dire, la forêt, j'y étais. Vous avez quoi ? Vous avez un lac. Vous avez un petit lac. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a eu un truc là, quand on a cherché un corps, qu'on a dépensé des effectifs incroyables de police judiciaire, gendarmerie, spéléologues, secouristes, etc., hélicoptères avec caméra thermique. Mais non, il ne fallait pas chercher un corps. Il n'est pas parti se suicider, là. Il fallait chercher un fusil. Surtout qu'il a dû la démonter. L'arme du carabine et jeter des pièces. Et s'en débarrasse dans le lac. Alors, quand j'y étais... Il a dû la démonter, la carabine, et puis la jeter. Voilà. C'est assez amusant parce que dans le livre, qui est aussi une fiction, vous avez la partie de mon enquête. Avec la fiction. Et je suis allé là-bas. Et le lac, vous avez toute mon hypothèse qui jette dans le lac, qui regarde le fusil qui s'écoule, tout ça. Et puis je vais là-bas, je vais à Gromit-sur-Agence, et le lac est asséché. Mais bon... Ça, c'était plus tard. À l'époque, en 2011, il y avait encore de l'eau. Mais c'est assez amusant. Il y a beaucoup d'autodérision dans mon roman. Je me moque. Attention, je ne dis pas, regardez, c'est moi le super flic. Je veux dire que vous avez rien compris. Il y a des éléments qu'on n'avait pas et qui sont très importants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trouble ? De troupe ? Oui, de trouble. Et on parle qu'il est sa femme. Couple à trois. Ah oui. Avec Michel j'avais jamais entendu trouble. Ah, ok, d'accord. Oui, quand effectivement, non, mais le raconter, mais ils étaient ensemble, Michel Rétif, Xavier. Parce qu'on parlait de son meilleur ami. On parlait de lui il y a un instant. C'est fou parce que c'est quand même un élément important. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire ? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire depuis le début ? C'est-à-dire que son meilleur ami, c'est Michel Rétif. Apparemment, il se rend compte que sa femme le trompe avec lui. Ouais, c'est ça. Il reste quand même meilleur ami ? Oui, il ne veut pas divorcer parce qu'il n'a pas d'argent, il ne veut pas payer une pension alimentaire. Donc pour lui, la meilleure solution, pour reconquérir sa femme, c'est d'accepter le fait qu'elle ait un amant qui est Michel Rétif et de faire des plans à trois. Et donc ça, c'est vraiment... c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est le fond du fond de Xavier. Moi aussi, je pense que c'est quand même un élément très important. Et après, il est resté ami. Donc avec Michel Rétif, puisqu'on sait que c'est la dernière personne qu'il a eu au téléphone, c'est la dernière personne qu'il a peut-être croisée, ce que vous dites. Et donc il y a cette histoire, donc ils faisaient un couple à trois. Oui, qui a duré 1 an, et puis après ils se sont lassés, quoi. Il y a des lettres qui en attestent, des tables Excel. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres ? La plus connue, elle a été diffusée sur Internet. Elle dit « Salut les cochons ». C'est Xavier Dupont de Ligonnès qui parle. Je ne vous pardonnerai jamais, vous m'avez trahi. Mais il ne pouvait pas ni divorcer, ni quitter Agnès, c'est ça le problème. Et puis il ne voulait pas se fâcher avec Michel. D'où sa décision, en fait. Parce que vous en parlez tous les deux comme si de rien n'était. Mais les téléspectateurs, là, à 21h08, ils se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire, mine de rien ? Parce que c'est quand même un élément très important. Et puis, surtout un homme qui s'est suicidé, en plus. Exactement, un homme qui s'est suicidé derrière, qui était malade. Après, mais le truc, c'est que cette histoire de trouble, ce serait quoi le motif ? Le motif de quoi exactement ? De cette tuerie. Du trouble ? Ah non, d'accord. Non, de cette tuerie. Parce que non, ça peut être vous avez un homme qui est complètement qui est acculé par les dettes. On a vu ça, il est endetté de toutes parts. Il a pris de l'argent à tout le monde. Bon, Bruno, tu disais qu'il rendait l'argent, mais je pense qu'il devait en rendre beaucoup, là. Oui, il avait à peu près 120 000 euros de dette. Enfin, entre guillemets... Tu sais, c'est une famille, il y a quand même des biens, il y a quand même des cousins, il y a des gens qui ont de l'argent, il avait une tante qui était assez riche. Enfin, c'était pas la fin du monde, il n'était pas obligé d'en arriver là, c'est ça le... mais c'est fou. Donc sa femme au niveau couple, ça va plus. Les enfants, apparemment, il les voit plus comme une charge que comme un coût, un coût ajouté à la vie, à tout cet argent. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a beaucoup de gens
qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident eux-mêmes. Dans le livre, je dis il a préféré suicider, entre guillemets, les autres, qui est une autre solution. Et donc, il a tué tout le monde pour effacer ce passé. Les gens normaux, entre guillemets, divorcent, se séparent. Pour lui, apparemment, ce n'était pas une option. Parce qu'il y a toujours peut-être le regard de l'autre personne qui vous juge, de la personne que vous avez aimée et qui est là. Les enfants sont là. Donc, il a préféré éliminer cette vie-là et la recommencer ailleurs. Alors, les téléspectateurs demandent beaucoup, est-ce qu'il est vivant pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès? Et vous, Bruno, vous dites que des notaires nantais l'ont vu aux États-Unis. En fait, de tous les témoignages qui me sont parvenus, il y a beaucoup de témoignages bidons, des photos qui ne correspondent pas à Xavier. La seule piste qui est venue à moi de quelqu'un de cette famille, donc c'est une famille de Nantes, plutôt catholique, plutôt à droite, de notaires, qui avait 2 maisons à Pornic. Et quand Xavier arrive dans les années 2000, avant d'aller à Nantes, il habite Pornic. Et donc, il loue une maison à cette famille. Donc, tous les mois, il payait son loyer, parfois en cash. Donc, cette femme, qui s'appelait Catherine, le connaissait très, très bien. Xavier le connaissait même par cœur. Donc, on est dans les années 2000. En 2011, il y a les crimes. Et en 2015, cette famille donc, décide d'aller à San Francisco, puisque le fils aîné, qui s'appelle Charles Axel, travaille pour Uber. Et ils sont toute la famille réunie, ils sont dans le quartier français de San Francisco. Et à un moment, cette Catherine va acheter des pâtisseries. Et là, il y a un homme qui est devant elle, qui attend dans la queue. Et à un moment, elle le bouscule sans faire exprès, il se retourne. Et là, c'est ce qu'on m'a raconté, elle se retrouve nez à nez avec Xavier. Donc elle le reconnaît tout de suite, lui recule, fait des yeux hallucinés et part en courant. Fin de l'histoire. Ah ouais. Elle retrouve sa famille, elle dit, vous savez qui j'ai vu Xavier. Alors tout le monde se marre, on pense que c'est... Mais c'est des gens qui rigolent pas, qui plaisantent pas. Donc sur place, à San Francisco, c'est pas la peine d'aller voir les policiers américains, ils s'en foutent. Et puis ils se sont posé la question de se dire, quand on rentre à Nantes, est-ce qu'on va voir la police ou la gendarmerie? Mais les gendarmes auraient dit, ah bon, vous êtes la 50e personne ce mois-ci qui me dit que vous avez vu Xavier, vous avez des photos, vous avez une preuve. Et en plus, ils étaient malins, ils voulaient surtout pas être embêtés par les journalistes. Si jamais on donne corps à cette histoire... Et donc, ils n'en ont jamais parlé, c'est resté dans le cercle familial. On a appris ça en 2022, là. Oui, il n'y a pas longtemps. Donc, alors que ça s'est passé en 2015, on ne peut plus rien faire. Mais il y a toujours une enquête, ou l'enquête, elle est au point mort, ou c'est un cold case? C'est ça. Alors oui, vous savez, quand il n'y a pas de nouvelles pistes, là, vraiment une piste fraîche à exploiter, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. On attend qu'ils commettent une erreur. On attend une identification de quelqu'un qui soit avéré. On attend un passage à l'aéroport. Bon, il faudrait qu'il soit vraiment... Ça fait combien de temps, là? Ça fait donc depuis 2011. 2011, 13 ans, là. Est-ce qu'il existe une prescription? 13 ans. Oui, il y a une prescription pour les meurtres. 30 ans, bout de quoi. Mais là, 30 ans. Est-ce que vous pensez qu'il a modifié son visage ou pas du tout? Non. Il est resté le même. C'est pas dans sa culture. Il n'a pas besoin. Xavier, il a un visage. Nous, on a fait des travaux sur son visage. On a vieilli, on a mis une barbe, on a mis les cheveux courts, chauves. En fait, il passe partout, Xavier. Il passe partout. Il n'a pas besoin de ça. Puis je pense qu'il est assez malin, assez manipulateur pour séduire une famille. Et auquel cas, si un jour cette famille dit, mais dis donc, tu ressembles beaucoup à quelqu'un qui a tué toute sa famille, il dit, oui, c'était moi, mais ils ont tué toute ma famille, si je reviens en France, ils vont me tuer. Enfin, tu vois, il est tout à fait capable il pourra trouver un moyen de se... Mais bon. Mais en tout cas, oui, on est d'accord. C'est assez romanesque, l'histoire de la chirurgie esthétique. On voit très peu ça, en vrai. On voit ça dans les films, mais dans la réalité... Les fugitifs. Et puis il a 63 ans aujourd'hui. Donc... Vous savez, il a 63 ans aujourd'hui. On le voit partout, donc il n'a pas besoin de faire de la chirurgie esthétique. La personne qui l'a vu à San Francisco, elle a noté qu'il avait changé de visage ou pas du tout? Écoute, le problème, c'est que cette femme, elle est morte d'un cancer il y a 3-4 ans. Elle l'a reconnu, tu sais, elle le connaissait très bien, donc elle a vu son visage. Pour elle, c'était Xavier, tu vois. Pourquoi ils auraient inventé ça, franchement? C'est incroyable. Merci Bruno et merci Romain Puertolas. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Merci d'avoir été avec nous.